Bonjour à tous et bienvenue à un autre preview pour la saison 2022-2023 de la LNH. Et cette fois-ci, on s'attaque aux Maple Leafs de Toronto. Mais je vous dis, attends une minute, mon petit gars. Il se pourrait bien que cette équipe-là passe la première ronde. Alors, je sais qu'on commence de moins en moins à y croire à la possibilité de la fameuse gaine de la première ronde chez les Maple Leafs de Toronto. C'est une organisation qui est tellement dominante sur un point de vue offensif, mais qui est tellement pas vargeuse sur un point de vue défensif. Et Dieu sait que ça a été difficile pour les gardiens de but l'année passée. On pense entre autres à une saison particulièrement désastreuse, je dirais, pour Peter Mrazek. En 20 matchs, 3,34 de moyenne, 888 en termes d'efficacité. Ça a quand même relativement bien été pour Jack Campbell en saison régulière. On parle de 914 d'efficacité en 49 matchs, mais ça a été difficile en séries éliminatoires avec 897. Des fois, on a l'impression que l'équipe, elle abandonne un peu ses gardiens de but. Donc, il va falloir vraiment que les deux qui ont... Donc, les deux qui ont un mandat très lourd à avoir cette année en Murray et Samsonov, il va falloir vraiment qu'ils serrent les jambières parce que ça sera pas évident pour ce qui est de la job de gardien de but. Mais il reste que c'est quand même une des organisations qui est les plus performantes sur un point de vue offensif. Là, on parle quand même 3,80 ici en termes de moyenne de buts marqués. C'est excellent. C'est une organisation qui a vu des joueurs battre des records personnels. On pense entre autres à un gars comme Austin Matthews. 60 buts pour Austin Matthews en plus de ses 106 points. On a connu notre meilleure saison en carrière aussi. C'était qui ça? Euh, Michael Bunting, mon Dieu, 26 ans, première année, 63 points en tant que recrue, c'est déjà une très bonne saison. Mitch Marner, 97 points, une très bonne saison. Une très bonne saison pour Nylander. Bref, il y a un paquet de gars là, qui ont connu une excellente saison. Il y avait Lilligren aussi, un défenseur, qui avait connu une bonne première saison complète au niveau de la LNH. Malheureusement, je pense qu'il est blessé et il ne commencera pas la saison dans son cas à lui. Mais c'était quand même, c'était de bon augure. 23 points en 61 matchs. À l'âge de 23 ans, donc très jeune de son côté. Fait que, bref, il y a eu plusieurs joueurs qui ont réussi quand même à se démarquer sur un point de vue individuel. Ça a été plus difficile par contre au niveau des séries éliminatoires, mais il reste qu'en saison régulière, on a bien fait. Donc c'est une organisation qui va jusqu'à date bien en saison régulière, mais qui a la difficulté. Sauf qu'on s'est bien battu contre le Lightning de Tampa Bay, et ça, c'est une mention honorable qu'on va donner aux Maple Leafs de Toronto. Alors, on revient avec notre entraîneur Sheldon Keefe et le DG Carl Dubas. Du côté de Carl Dubas, va falloir que ça commence à aller plus loin en série, hein, parce que sinon ça va sentir la soupe chaude au niveau de son banc. Mais en tout cas, bref. Donc, on revient avec notre entraîneur et le directeur général. En saison 2020-21, les Maple Leafs de Toronto, c'est 35 victoires, 14 défaites, 7 défaites en prolongation pour 77 points. C'était une excellente saison. On avait terminé 7e dans la Ligue nationale. Puis là, on s'est amélioré l'année passée pour la saison 2021-22. 54 victoires, 21 défaites, 7 défaites en prolongation. Donc, 54 victoires pour 28 défaites. Très bonne saison régulière du côté des Leafs de Toronto. 115 points au total, une moyenne de 3,80 buts marqués par match qui représente la deuxième meilleure attaque de toute la LNH. Une moyenne de buts encaissés de 3,07, ce qui est à coup-ci, coup-ça. Mais quand même, une bonne saison pour Campbell. Campbell, là, on parle quand même de. C'était 40 quelques matchs. 49 matchs, 2,64, 914. Fait qu'une bonne saison pour ce qui est de Campbell. Mais quand même, une moyenne de but encaissé de 3,07. C'est quand même so-so. Un avantage numérique à 27,3%. Ce qui représente le meilleur avantage numérique de la LNH pour la saison 2021-22. Et un désavantage numérique à 82,1%. Ce qui représente le 8e meilleur désavantage numérique de la LNH. Ce qui est assez surprenant. Parce que tu te dis, ils n'ont clairement pas une des meilleures défensives, mais le désavantage numérique était assez bon. Fait que bref, on a ce point positif-là. On a terminé 3e au niveau de la conférence de l'Est et 4e au total dans la LNH. Fait il y a quand même une amélioration. Là. On est passé de 7e à 3e en un an. Fait que, au niveau des Leafs de Toronto, on est une organisation qui a mûri avec le temps. Puis on s'en va dans la bonne direction. On a été éliminé en première ronde contre le Lightning de Tampa Bay, mais on a donné une bonne opposition quand même cette fois-ci. Est-ce que les changements de la saison morte vont être suffisants pour permettre à cette équipe-là de passer la première ronde? Est-ce qu'un gars comme Murray ou Samsonov va être capable de pousser cette équipe-là plus loin que Campbell avait réussi à le faire? C'est un gros point d'interrogation. Donc, on sait que l'équipe, elle est solide en avant, mais c'est un gros point d'interrogation qui arrive un coup rendu dans notre zone. Le meilleur en termes de but, Austin Matthews. 60 buts l'année passée. Quel marqueur! Et un point intéressant d'ailleurs qu'on a, c'est qu'on semble l'utiliser de plus en plus en désavantage numérique. Donc on essaie d'en faire un joueur qui est plus complet. Peut-être pas comme Mitch Marner, que lui, on veut l'utiliser carrément en défense. Là. Ça, c'est peut-être un autre style, mettons. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on l'utilise de plus en plus sur des unités spéciales qui étaient peut-être un peu moins son travail habituel. Mais Austin Matthews, qui est un joueur qui s'en vient de plus en plus complet, en plus d'être un excellent marqueur.
C'est le core de l'attaque de cette organisation-là. 106 points l'année passée pour Austin Matthews, une saison record personnel pour lui. En termes de meilleur défenseur à caractère offensif, ben, ce sera Morgan Riley. Dans son cas à lui, c'est 82 matchs, 68 points plus 16. Et ça, je trouve ça quand même assez particulier parce que Riley, on le fait beaucoup jouer avec TJ Brody, puis c'est deux défenseurs qui aiment avancer. Je suis comme pas convaincu que ça soit la meilleure paire possible. Mais ils ont été, c'est la paire de défenseurs qui a été le plus utilisée l'année passée du côté des Leafs de Toronto. C'est Riley avec TJ Brody. Puis ils ont quand même un différentiel plus ou moins intéressant. Donc bref, on va les garder ensemble, mais je suis pas sûr que c'est ce qu'il y a de plus solide défensivement. Ici, on a les trois espoirs du alacoupe.ca. Les trois espoirs du alacoupe.ca sous la plume de notre chroniqueur Anthony Saint-Amand. Donc si vous voulez avoir un texte plus complet, je vous invite à aller sur le alacoupe.ca. C'est trois espoirs qui pourraient atteindre la LNH de cette année, mais soyons honnêtes, il y en a probablement juste un qui pourrait atteindre la LNH. Parce que les Maple Leafs, c'est une équipe qui est quand même assez mûre. Si on regarde juste au niveau des défenseurs, là, on a plusieurs joueurs qui sont dans la trentaine d'années. Je pense que c'est juste Sandin qui est en bas de 30. Ben, peut-être Riley qui doit être comme aux alentours de 28 ans dans ces eaux-là. Mais le reste, c'est toute une trentaine d'années. Giordano qui a genre 39 ans. On a une équipe quand même qui est expérimentée. Mentionnons aussi d'ailleurs que Tavares est blessé. Donc il ne devrait pas commencer la saison. Mais c'est quand même un joueur clé dans l'organisation. Puis sinon, ben, Lindgren aussi, que je vous ai parlé tantôt, un défenseur qui est relativement jeune. Je pense qu'il a 23 ou 24 ans dans son cas à lui, qui ne commencera pas la saison. En tout cas, bref. Donc ça, c'est trois espoirs ici qui pourraient intégrer la formation de cette année. Et celui là que je vous dis, vous me mettez un petit 5 là-dessus qui va commencer LNH cette année. Nick Robertson, un ailier gauche qui est âgé de... J'ai complètement oublié de l'écrire, mais en tout cas, bref. C'est un ailier gauche qui me semble qu'il est début vingtaine, si je ne fais pas erreur, qui a évolué au niveau de la Ligue américaine l'année passée. C'est 28 matchs, 16 buts, 12 passes, 28 points. Et c'est un joueur qui est relativement petit, très rapide, tireur d'élite, dynamique, flamboyant. Puis en plus de ça, ben, il semblerait que c'est un joueur qui est apprécié par l'organisation. Fait que là, moi, je sais pas, là, j'ai écouté le match de pré-saison canadien puis les Leafs. En anglais, il en parlait de manière très positive, puis qui disait que d'après eux, il y a des très très bonnes chances de commencer la saison avec le club actuellement. Puis comme c'est un joueur qui est un joueur à caractère offensif, c'est un gars qui pourrait peut-être même se ramasser dans le top 6. J'ai été audacieux un peu, on va se le dire, dans mes choix, parce que ça reste quand même un jeune que je mets dans mon top 6, alors qu'il y a peut-être d'autres personnes qui pouvaient aspirer à être dans le top 6. Mais bon, il en reste pas moins que c'est un jeune qui est un jeune à suivre pour les Leafs de Toronto dès cette année. Ensuite de ça, en termes de deuxième jeune, on va y aller avec Matthew Nice, I guess. Un allié gauche, lui, qui a évolué au niveau de la NCAA. Encore là, je pense qu'il est début vingtaine dans son cas à lui. 33 matchs l'année passée, 15 buts, 18 passes, 33 points. Dans le cas de Matthew, c'est un joueur qui est à gros gabarit. C'est un gars qui a un excellent contrôle de rondelle et qui est un marqueur naturel. Un fait anecdotique, c'est que dans son cas à lui, c'est à sa demande à lui qu'il va retourner jouer encore une saison au niveau universitaire NCAA. Ce qui veut donc dire que l'organisation était intéressée de le garder dans l'équipe LNH cette année, ou peut-être Ligue américaine, I don't know, mais il était intéressé à le garder professionnel cette année, mais c'est lui qui a demandé de retourner au niveau universitaire cette année. Fait qu'il y a des bonnes chances qu'on le voit juste à partir de l'année prochaine. Et par la suite, on y va avec Topi Nimela. C'est un défenseur qui évolue au niveau de la Ligue A. Dans la Ligue A l'année passée, 48 matchs, 10 buts, 22 passes pour 32 points. On parle d'un gars qui a été très dominant au niveau du championnat du monde junior. En fait, 2 championnats du monde junior, si je ne fais pas erreur. Il jouera dans la Ligue A encore une fois cette année. Mais c'est un gars qui est un défenseur très mobile, il aime ça, il distribue bien la rondelle, il a un bon contrôle de rondelle et c'est un gars qui pourrait devenir éventuellement même le quarterback d'un avantage numérique chez les Maple Leafs de Toronto. Alors, pour son cas à lui, c'est déjà confirmé, il va jouer dans la Liga cette année, mais il pourrait peut-être pas l'année prochaine, l'autre année d'après, c'est possible, mais dans ces eaux-là, mettons, l'année prochaine ou dans 2 ans, il devrait faire partie de la LNH. Dans le cas de Nice, lui, c'est probablement l'année prochaine, et Robertson, probablement cette année. Alors, ce que j'ai ici, en fait, c'est un alignement qui est proposé, c'est pas un alignement qui est nécessairement basé sur ce qui est utilisé en ce moment au niveau du training camp des Leafs de Toronto. Mais je me suis laissé influencer quand même un petit peu par le training camp, on va se dire. Mentionnons maintenant qu'il y a quand même des absents. Je pense à John Tavares qu'il ne devrait pas être là pour le début de la saison. Lindgren, Timothy Lindgren, qui lui devrait manquer le début de la saison aussi. Et Jordy Ben aussi, le défenseur vétéran, devrait manquer le début de la saison. Là, j'ai aussi été avec une petite audace, et cette petite audace-là, c'est au niveau de Aston Reese, qui est en fait en ce moment dans un essai professionnel. Il n'est pas encore signé au moment de faire ma vidéo. Fait que
Je ne sais pas s'il va signer, mais si j'ai bien compris ce que les analystes disaient, il croit qu'il y a des bonnes chances de signer avec l'organisation. Fait que j'y étais avec si il signe, mais il n'est pas signé dans le cas d'Aston Reese. Alors ça ici, ben, c'est en fait l'alignement que je vous propose. C'est sûr que dans le cas de Michael Bunting, Matthews et Marner, c'est une ligne qu'on connaît déjà à Toronto, donc c'est une ligne qui a été performante. Je vois pas vraiment l'intérêt de défaire ça. Donc, pour ce qui est de Michael Bunting, c'est une recrue qui était peut-être un petit peu âgée. On parle d'une recrue de 26 ans, mais qui a connu une excellente saison sur un point de vue offensif, Michael Bunting. 63 points en 79 matchs l'année passée. Donc, absolument rien à lui reprocher à ce niveau-là. Austin Matthews, je veux dire, il n'y a pas de question à savoir si c'est ton premier centre, là, 106 points en 73 matchs l'année passée. Mitch Marner, 97 points en 72 matchs l'année passée. Dans le cas de Mitch Marner, là, il faut le mentionner. Okay? Il a la réputation d'être plutôt maladroit, on va dire, en séries éliminatoires. Mitch Marner a connu des bonnes séries éliminatoires quand même l'année passée. Là. On parle de 7 matchs, 2 buts, 6 passes et 8 points. C'est quand même des bonnes séries éliminatoires. Même chose d'ailleurs pour Austin Matthews, 9 points en 7 matchs, donc 4 buts. 7 points en 7 matchs pour William Nylander. Fait que, bref, nos gros canons ont fourni pour la seule ronde qu'on a faite en séries éliminatoires. Ouais, enfin bref. Mais juste pour dire qu'il a quand même connu des bonnes séries éliminatoires du côté de Mitch Marner. Puis là, ben, étonnamment, on veut essayer de l'utiliser à la défensive. Je sais pas trop pourquoi, mais on veut essayer ça. Fait que ça. Ouais, c'est ça. On verra ce que ça donnera. Je pense qu'on s'en souvient tous. Un Mitch Marner qui a aucune pression dans sa zone défensive en séries éliminatoires puis qui lance dans les estrades. Tu veux l'essayer à la défensive? Ok, c'est fine. En termes de deuxième ligne, ici, on va y aller avec le jeune Nick Robertson. Lui, c'est 1 point en 10 matchs au niveau de la LNH l'année passée, mais quand même, dans la Ligue américaine, c'est 28 points en 28 matchs. Lui, c'est des blessures qui ont ralenti un peu sa progression, ce qui fait qu'il n'est pas encore établi LNH. Mais si blessure il n'y avait pas eu, probablement qu'il serait déjà LNH dans le cas de Nick Robertson. Qu'on fait jouer avec Kerfoot, 51 points en 82 matchs l'année passée. Et bien entendu, Michael Nylander, 80 points en 81 matchs l'année passée. C'est dans tes gros éléments de l'attaque, là, Michael Nylander. Fait que c'est un gars généralement qui sort fort en séries éliminatoires, donc il a encore bien été en séries éliminatoires, mais il a connu quand même une bonne saison à près d'un point par match du côté de Nylander, c'est intéressant. Fait que tu sais, de faire jouer un gars qui est capable, de jouer two-way avec un gars qui est offensif, avec le jeune qui est très dynamique offensivement, je pense que ça fait quand même un beau package. Mais ça aurait été intéressant aussi d'utiliser John Cook, parce que dans son cas, à lui, 30 points en 66 matchs l'année passée, il évoluait avec les Flames de Calgary pour ce qui est de John Cook. Mais c'est un gars qui a de l'expérience, fait que ça aurait pu être intéressant aussi à ce moment-là de peut-être l'intégrer dans le top 6. Puis, mais c'est parce que Robertson, sur une ligne avec Kampf puis Obi-Kubel, je trouvais ça moins intéressant que de l'utiliser avec Nylander et Kerfoot. Fait que bref, j'ai opté pour très offensif, puis peut-être un peu plus responsable en arrière. Ensuite de ça, on y va avec notre troisième centre, je crois que c'est David Kampf, je ne fais pas erreur, 26 points en 82 matchs l'année passée. Et Obi-Kubel, 23 points en 74 matchs l'année passée. Obi-Kubel, fort d'une Coupe Stanley qu'on a cabossée. Oui! Mais quand même, il y a l'expérience de la LNH, il y a l'expérience des séries éliminatoires, et il y a surtout l'expérience de s'être rendu jusqu'au bout. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour les Leafs de Toronto. On a besoin de ce genre de leadership-là. Cette équipe-là a une malédiction de première ronde. Il faut la détruire. Mais check bien, s'il faut qu'ils passent leur première ronde, ils vont peut-être se ramasser direct en finale de la Coupe. Là. On ne sait pas. Là. Un coup que ça va être passé, on ne sait pas. Par la suite, en termes de quatrième ligne, ben là, je vais avec Aston Reese. Aston Reese, ben, il était avec les Ducks. Il a fini l'année avec les Ducks l'année passée, mais c'est un gars qu'on a connu essentiellement à Pittsburgh. C'est un allié qui est un allié considéré comme étant peut-être plus responsable défensivement. C'est pas nécessairement un gars qui se porte beaucoup à la... Ben, il se porte à l'attaque. Ça reste un attaquant, là, il s'avance, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est plus responsable dans sa zone, qu'il va provoquer des choses offensivement. Et c'est un gars qu'on pense qu'il a des bonnes chances de signer avec les Leafs. Et ça serait pas du luxe, parce que ça serait un gars de plus pour ton désavantage numérique. Donc, ça serait le fun de peut-être justement, épargner un peu plus tes vedettes offensives, puis donner des grosses responsabilités aux autres. Un gars comme John Tavares pourrait, s'il revient, là, je me rappelle plus, je pense que c'est 3 mois qu'il allait manquer, John Tavares, ou 3 semaines, quelque chose en même. En tout cas, bref, quand il revient, ça peut être intéressant aussi avec un gars comme Aston Reese. Donc, bref, on a un gars qui est un gars responsable défensivement ici, avec Engvald en 35 points en 78 matchs l'année passée, et bien entendu Wayne Simmons, 36 points en 72 matchs l'année passée. Wayne Simmons, on lui demande maintenant d'être surtout présent physiquement. Il joue pas beaucoup, mais quand il est là, il fait sentir sa présence. En termes de scratch, on y va avec Adam Gaudet et Clifford. Lui nous arrive de Ottawa. Alors, au niveau des défenseurs, j'ai essayé de faire un petit mélange, mais c'est un mélange assez particulier que j'ai fait. Mais je veux dire, j'aime pas tant l'idée Riley ou TJ Brody parce que c'est deux défenseurs qui aiment se porter à l'attaque.
mais on les utilise beaucoup ensemble à Toronto et le différentiel plus-moins est de leur côté. Fait que je me dis, on peut rester avec ce duo de défenseurs-là. C'est notre premier duo de défenseurs, bien entendu. Morgan Riley, 68 points en 82 matchs, une bonne saison sur un point de vue offensif. Avec TJ Brody, 28 points en 82 matchs. Dans le cas de Brody, on peut s'attendre à une saison un petit peu plus supérieure que ça au niveau des points, parce que c'est un gars qui peut voisiner le 30 à 40 points saison du côté de TJ Brody. 28 points, c'est un peu en deçà de ce que lui peut apporter normalement. Mais il en reste pas moins que si Riley avance beaucoup, ben c'est intéressant de garder un défenseur un peu plus en retrait, puis pas nécessairement trop avancé du côté de TJ Brody. En termes de deuxième défenseur, ça c'est intéressant, on a un jeune ici, Sandin, 22 ans. Du côté de Sandin, c'est 16 points en 51 matchs l'année passée. C'est un gars qui aime bien patiner, mais il faut qu'il gagne en maturité. Puis moi, je pense qu'il n'y a rien de plus intéressant. En fait, ça aurait pu être intéressant d'utiliser Sandin avec Giordano pour son leadership, sa responsabilité, le style de jeu qu'il joue. Sauf que le problème, c'est que tu as trop de défenseurs gauche dans cette équipe-là. Tu n'as pas assez de défenseurs droits. Fait que je me voyais pas mettre Giordano, qui a joué à 39 ans toute sa carrière à gauche, à droite. Puis Sandin n'a pas l'expérience de jouer à droite. Fait que j'ai été avec comme un middle age très responsable dans sa zone, Jake Musin, que je fais jouer avec le jeune Sandin. Musin, c'est 14 points en 47 matchs l'année passée. Le point d'interrogation qu'on a avec Musin, c'est pas sa qualité de jeu défensif, mais c'est vraiment sa tête, dans le sens les commotions cérébrales, donc sa santé. L'année passée, il a manqué près de la moitié de la saison à cause des blessures. C'est un gars qu'on a besoin à Toronto. Puis il faut, touche du bois, qu'il reste en santé, même en séries éliminatoires. Alors, je trouvais ça intéressant d'avoir un gars vétéran, responsable dans sa zone, Musin, qui joue avec Sandin. Et on ferme le tout avec Giordano et Hall. Giordano, quand même, 35 points, 75 matchs l'année passée. Pas mauvais, pas mauvais, pas mauvais pour un bonhomme de 39 ans qu'on fait jouer avec Hall, 23 points en 69 matchs l'année passée. Ce que je vous disais concernant la défensive, c'est qu'on a une défensive qui est quand même assez âgée, dans le sens qu'on a beaucoup de gars de 30 ans. Riley, il a 28 ans. TJ Brody, il a 32 ans. 33 ans pour Jake Musin. 30 ans pour Hall. 39 ans pour Giordano. Fait que t'as pas mal juste Sandin qui est jeune à 22 ans. Mais là, encore là, c'est parce qu'il manque Liljegren. Je sais pas comment prononcer son nom à lui. Timothy, on va dire ça. Donc, il manque lui parce que lui, il a comme 23 ans, là, quelque chose comme ça, mi-vingtaine. Fait que tu aurais deux jeunes défenseurs dans une défensive qui est quand même très expérimentée. Et en termes de scratch, on y va avec Victor Mété qui nous arrive des Sénateurs d'Ottawa. Un petit défenseur très mobile, mais qui a ses lacunes au niveau défensif. En termes de gardien de but, ben là, on a décidé de tout changer du côté des Leafs de Toronto. Mrazek est plus là, Campbell est plus là. Et là, on y va avec ce que je pense vouloir être un tandem. Je pense qu'on va opter pour ça. J'ai entendu des analystes qui disent que non, Murray a gagné des Coupes Stanley, c'est lui qui est le partant. Je sais pas. J'ai comme un feeling qu'on opte pour un tandem. Alors, on y va avec Matt Murray, qui lui nous arrive des Sénateurs d'Ottawa. 20 matchs l'année passée, 3.05, 906. Là, il y a différentes choses à mentionner. Bon, première des choses, la défensive des Sens, c'était pas ce qu'il y avait de plus solide l'année passée. Ensuite de ça, il s'est blessé. Il n'a pas pu jouer une saison complète. Il a fait un petit peu de réhabilitation dans la Ligue américaine. 2,54 de moyenne, 918 d'efficacité. Puis c'est con à dire, mais des fois, la Ligue américaine, le jeu est tellement décousu que c'est pas à l'avantage des gardiens. Fait que c'est quand même bon, 918 dans la Ligue américaine pour Matt Murray. Fait que le 906, c'est quand même pas si mal dans le contexte. Donc, ça a été un gardien de but que s'il reste en santé, peut apporter des performances, mais est-ce qu'il va être supérieur à Campbell? Je sais pas. J'ai mis une certaine réserve par rapport à ça. Et par la suite, on y va avec Samsonov, qui lui nous arrive de Washington. Et dans le cas de Samsonov, il est plus jeune, peut-être début vingtaine dans son cas à lui. 44 matchs l'année passée avec les Caps, 3.02 de moyenne, 896. Et ça, dans le cas de Samsonov, c'est un sujet un peu touché. Dans le sens où c'est un gars qui a été suspendu à l'interne par l'organisation des Capitals de Washington 2 fois, je pense, pour des raisons disciplinaires. Peut-être en lien avec des parties ou des choses comme ça. Donc, bref, dans son cas à lui, il faut qu'il se reprenne en main. C'est un gars qu'à Washington, on voyait beaucoup de potentiel en Samsonov. Mais il a fait le con. Donc, là, si on réussit à comme le recentrer, ben on a un jeune qui a un bon potentiel dans les filets. Donc, ça peut être intéressant à moyen long terme pour l'organisation. Mais il faut réussir à le recentrer. Et là où j'émets un fort doute, c'est qu'on a essayé avec Joshua Osang, je pense. Puis ça n'a pas marché. Je veux dire, on n'a pas réussi à le remettre dans le droit chemin. Finalement, il joue au niveau de la KHL. Donc, moi, j'ai de la difficulté à me dire que les Leafs sont la meilleure équipe pour encadrer.
Ça, c'est mon opinion. Mais on prend quand même un beau guess. Fait que Samsonov est un très beau guess du côté des Maple Leafs de Toronto. Avec Murray, s'il reste en santé, on a peut-être un tandem qui serait un tandem intéressant du côté des Leafs de Toronto. Et par la suite, en termes de troisième gardien de but, eh bien, on parle de Cal Grant. 14 matchs dans la LNH l'année passée, 3,31, 888 en termes d'efficacité. Il a joué essentiellement au niveau de la Ligue américaine en 26 matchs, 3,02 et 904 d'efficacité avec les Marlies. C'est clairement pas un gardien de but de la LNH. Alors bref, l'organisation a changé quand même beaucoup. C'est pas des changements qui sont dans ton top 6 ou dans ton top 4, mais il y a quand même eu beaucoup de changements, et surtout au niveau des gardiens de but. Est-ce qu'on s'est vraiment amélioré comparativement à l'année passée? Moi, le point que je vais vous amener, c'est que je crois que les deux peuvent être supérieurs à Mrazek, mais je doute être supérieur à ce que Campbell a été capable d'amener. Même si c'était des séquences du côté de Campbell, je pense que Campbell était quand même un gardien de but qu'on appréciait beaucoup du côté des Leafs, puis qui était quand même bien. Alors bref, en termes de tandem, peut-être est-ce qu'ils vont être dominants, et je leur souhaite bien, parce que pour ce qui est des Leafs de Toronto, c'est une équipe qui rush un peu au niveau de son style de jeu défensif. Ceci dit, là, on a un défenseur d'expérience en Mike Giordano, ça c'est intéressant. Musen est un bon défenseur dans sa zone s'il est en santé. Donc, pour moi, cette organisation-là reste quand même une puissance de la LNH. Puis, mec, les gars vont revenir, ben c'est sûr que ça te rajoute une force de frappe quand même très intéressante. Je veux dire, tu rajoutes John Tavares à ton alignement, c'est non négligeable. T'as beau dire qu'il n'y a plus la production qu'il y avait avec les Islanders, c'est un gars qui est responsable dans tous les sens de la patinoire, c'est un gars qui a un bon leadership, tout ça. Fait que pour moi, honnêtement, les Maple Leafs de Toronto est une organisation qui devrait encore finir, probablement même dans le top, peut-être top 5, minimum top 10, mais je pense que top 5 c'est réalisable au niveau de la LNH. Et moi je prédis que les Leafs de Toronto ne se rendront peut-être pas en finale de la Coupe Stanley, mais ils vont passer la première ronde. Je me mouille. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les Leafs de Toronto, d'après vous, ont apporté des changements suffisants qui vont leur permettre peut-être de réussir à passer la première ronde, voire même se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley? Est-ce que d'après vous, c'est une équipe qui n'est pas suffisamment améliorée, donc à ce moment-là, elle va courir pour une place en série, ou encore pire, qu'elle fera même pas les séries? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, on y fait un petit j'aime. Également, on partage la vidéo pour être un maximum de hockey fans à jaser de hockey, puisque c'est ça qui est le plus plaisant. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche, parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2022-2023 de la LNH. D'ici là, je vous dis un gros merci d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit très bientôt. Bye bye.